Bonjour à tous, bienvenue donc au petit talk sur le couple. Pour ce jeudi. On est très contente de pouvoir vous avoir avec nous, donc on vous remercie. C'est aussi grâce aux marques Au Mont Blanc et Nuuk qui sont en soutien de cette semaine-ci qu'on peut aussi vous proposer ce genre de format. Pour rappel, ce format, il a émergé suite à du coup un recueil de besoins de votre part qui était du coup d'avoir ce format conférence un peu sur la semaine où on décortique un sujet. Donc on est très contente de pouvoir vous le proposer. Et donc aujourd'hui, c'est sur le couple avec donc Marion. Marion, si tu veux te présenter, je te laisse la parole. Bonjour à toutes, à tous. Donc, je suis Marion, je suis psychomotricienne et conseillère conjugale et familiale. Et voilà. Et aujourd'hui, je vais vous parler du couple pendant la grossesse. Alors, du coup, avant toute chose, je voulais qu'on vous présente voilà, notre frise. Si vous ne la connaissez pas déjà, elle détaille toutes les étapes du développement entre 0 et 3 ans, que ce soit au niveau de la motricité, de l'alimentation, du langage, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à la télécharger. Elle est en accès gratuit, bien évidemment, sur notre application et aussi sur notre site internet. Et voilà, elle vous permet d'avoir une idée des étapes à venir pour votre enfant. Donc vous avez ici tous les petits QR codes pour notre application, notre frise en accès direct et notre compte Instagram. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous dire que, pour commencer ce petit talk, que tout ce dont je vais vous parler maintenant n'a pas valeur de vérité, dans le sens où chaque couple est différent et chaque grossesse l'est aussi. Donc, gardez bien en tête que je vais vous parler plutôt de tendance et non de généralité. Pour vous présenter un petit peu le sommaire, on va avoir trois parties. La première partie, une parentalité à deux vitesses. On va pouvoir voir un peu ces deux vitesses vécues par les deux parents à chaque trimestre. En deuxième partie, nous aurons la question de la sexualité pendant la grossesse avec une définition que vous ne connaissez peut-être pas entièrement. La question des hormones. On verra aussi l'overdose sensorielle et ce que sont les langages sexuels. Et en troisième partie, la communication, où on abordera la transparence psychique, les sujets à aborder pour se préparer à la parentalité. On abordera aussi la communication non violente et la communication non verbale. Alors, pour notre première partie, une parentalité à deux vitesses. Alors, lors de ce premier trimestre, la présence du futur bébé en tant que tel est peu palpable, dans le sens où la plupart du temps, les femmes enceintes ne sentent pas encore leur bébé bouger et leur ventre ne s'est pas encore trop arrondi. Ce premier trimestre peut être aussi pour certains couples une période un peu de latence parce que ils attendent la première échographie comme une validation quelque part pour s'autoriser à se projeter pleinement avec un bébé et annoncer la grossesse à leurs proches. Encore une fois, je parle de tendance, je ne parle pas de généralité. Malgré cette incertitude qui est partagée, les futurs parents vivent déjà des choses assez différentes concernant leur entrée dans la parentalité. Pour la maman, ce premier trimestre, il peut être marqué par de nombreux inconforts physiques liés au feu hormonal qui s'enclenche en elle, donc les nausées avec ou sans vomissement, les maux de tête, la fatigue, les insomnies, les cauchemars, les changements d'humeur et j'en passe. Pour celles qui sont dans ce cas, eh bien, la parentalité marque déjà en elle un tournant important. En tout cas, le bébé fait déjà bien sentir sa présence au quotidien. En parallèle, le papa ou le coparent ne ressent pas physiquement tous ces maux, plus ou moins importants, de sa partenaire. Il ou elle la voit plus fatiguée, parfois un peu moins disponible le soir, mais en tout cas la journée, lorsque le coparent est au travail, finalement rien n'a changé. Bien sûr, il pense à son futur bébé, parfois c'est pas la question, hein, bien sûr, mais il ne vit pas les changements dans son corps à chaque minute, comme la maman. Donc, les premières différences en matière de parentalité sont déjà assez significatives. Au deuxième trimestre.
Pendant le deuxième trimestre, la forme physique de la femme enceinte affiche en général quand même clairement l'attente, plus clairement du moins l'attente de ce futur bébé avec un ventre qui commence à bien s'arrondir, parfois la poitrine qui prend du volume et surtout, elle commence à sentir son bébé bouger. Donc là aussi, toutes ces sensations, elles sont internes pour la future maman et restent finalement plutôt quelque part un peu dans l'imaginaire du coparent. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bien souvent au début, quand on appelle le coparent pour lui faire sentir les petits coups de pied du bébé, et ben, c'est le moment que celui-ci choisit pour faire la statue. Donc, c'est plus dur pour le coparent finalement de concrétiser la présence du bébé que pour la maman, en tout cas au tout début. C'est aussi à partir de ce deuxième trimestre que le coparent peut développer ce qu'on appelle une couvade. On parle aussi de grossesse empathique. En fait, le futur père ou la future mère qui ne porte pas l'enfant peut eh bien, prendre du poids, avoir des nausées. Il ou elle peut même avoir des montées de lait. Oui, oui. J'ai moi-même rencontré un homme qui a eu des grosses douleurs lombaires et quand il allait consulter un ostéo, eh bien l'ostéo lui a expliqué qu'en fait son bassin bougeait comme si il devait se préparer à un accouchement. Sa femme attendait des jumeaux, donc il avait très mal au dos. Ouais. Voilà, on voit quand même ici à quel point notre état psychologique et nos émotions ont un impact important et fort sur notre corps. On en reparlera juste après du rôle des hormones dans tout ça. Ce phénomène de grossesse empathique n'est pas très connu ni très documenté chez le coparent, mais il semble concerner quand même beaucoup plus de personnes que ce que l'on pourrait croire. On parle de 10 à 65%, donc clairement, voilà, les chiffres sont pas très fiables, mais voilà, pour ma part, en tout cas, j'en ai connu beaucoup, donc je pense que ça concerne pas mal de parents. Donc ce point-là, finalement, c'est plutôt un point qui rapproche les futurs parents parce qu'il y a une empathie intense qui se met en place vis-à-vis de la femme qui porte le bébé. C'est également au cours de ce deuxième trimestre que le couple commence à se projeter un peu plus, à imaginer sa vie parentale. Les parents qui le veulent peuvent connaître le sexe de leur bébé. Ils commencent à choisir les affaires pour le bébé, les vêtements, la poussette, etc. Et ils commencent aussi à réfléchir au matériel de puériculture qu'ils souhaitent acquérir pour le bébé. Et donc arrivent toutes les discussions du style, est-ce qu'on choisit un lit à barreaux, un berceau, du cododo, du co-sleeping, etc., etc. Euh, Parfois, c'est au cours de ce trimestre que la maman arrête de travailler aussi, ce qui fait que bien souvent, eh bien, c'est la maman enceinte qui s'occupe de se renseigner sur ces questions-là, qui choisit en partie le matériel pour le bébé et qui s'occupe également de l'acheter en magasin ou de le commander. Et mine de rien, eh bien, la charge parentale, elle commence comme ça, dans un certain déséquilibre. Ensuite vient le troisième trimestre. Lors du troisième trimestre, le coparent a un rôle d'autant plus important de soutien pour la maman enceinte, dont les changements physiques importants peuvent avoir créé à ce stade de la grossesse des douleurs dorsales, ligamentaires, des difficultés de sommeil, d'endormissement, des réveils, des insomnies, des cauchemars parfois, des remontées acides, de la rétention d'eau et tout autre désagrément qui sont variables, encore une fois, d'une grossesse à l'autre, bien sûr. Mais du coup, le coparent, il consacre une bonne partie de son attention, normalement, à la maman pour voilà, lui faciliter un peu les choses, la soulager de certains mots MEX. Et c'est super parce que c'est très important que la maman soit cocoonée avant d'accoucher, à la fois d'un point de vue physique et aussi d'un point de vue émotionnel. Mais du coup, la maman, elle porte finalement toute son attention presque sur le bébé et son corps qui ne font plus qu'un finalement. Euh, Parce qu'elle a de plus en plus de mal à bouger comme elle le souhaite et à faire tout ce qu'elle faisait avant. Donc on a ici aussi un déséquilibre sur le chemin de la parentalité parce que la maman, pour faire très schématique, se préoccupe du bébé et le coparent se préoccupe plus de la maman.
Mm. Euh, Malgré tout, le troisième trimestre, c'est aussi celui de la préparation à l'accouchement. Et c'est d'autant plus important que le coparent participe à ces séances autant que possible, car ce sont justement ces moments partagés qui réunissent les futurs parents autour de leur parentalité à venir. L'autonomie, notamment, c'est un moyen très intéressant pour le coparent d'entrer en relation avec le bébé. C'est aussi le moment de la réflexion autour d'un projet de naissance. Alors c'est vrai que ça concerne là encore plutôt la maman et ses choix, mais ça peut malgré tout être une discussion intéressante à avoir avec le coparent, qui aura un rôle non négligeable de soutien et d'encouragement lors de l'accouchement. Euh, donc voilà. Et aussi s'intéresser à la physiologie de la naissance. Donc la physiologie de la naissance, c'est qu'est-ce que c'est qu'une contraction, comment fonctionnent les muscles du périnée, les différentes étapes de l'accouchement, l'ouverture du col, le rôle des différentes hormones en action au moment de la naissance, l'impact de l'environnement sur celle-ci, le fonctionnement d'une péridurale, etc. Tout ça, ça peut vraiment être des sujets intéressants à développer en couple afin de définir les rôles de chacun et de permettre aux coparents d'accompagner la gestion de la douleur le jour J et de protéger l'environnement choisi par la maman. Le coparent, finalement, il va être le garant de la bulle que la maman va se créer à ce moment-là. Donc, il a un rôle vraiment très important. Chacune des étapes qui relient les deux partenaires pendant la grossesse, elle permet au couple de passer tranquillement du couple conjugal au couple parental. Donc, n'hésitez pas à les passer ensemble, ces moments. Un des sujets de couple qui questionne le plus de façon générale, pas que pendant la grossesse, c'est la sexualité, qui peut être parfois et même très souvent un peu chamboulée pendant cette période de grossesse. Donc, on va passer à notre deuxième partie, la sexualité pendant la grossesse. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous partager une définition de ce qu'est la sexualité. La sexualité, c'est un privilège exclusif à l'être humain et c'est ce qui l'amène à chercher du plaisir dans tous les domaines de la vie. On a souvent tendance à faire le raccourci entre la sexualité et le sexe, mais la sexualité, elle est liée à nos pensées, nos sentiments, nos actions et nos interactions. Elle ne se limite pas au sexe. Elle est bien plus large que ça parce qu'elle englobe les aspects physiques, mentaux, familiaux, spirituels, sociaux, financiers, politiques, religieux, culturels, bref, vous avez compris l'idée. En fait, elle est influencée par tout ce qui nous entoure, par notre environnement. Pour vous donner un peu une métaphore, la sexualité, elle peut être représentée par un arbre avec un tronc, des racines, des branches qui donnent d'autres branches. Eh bien, le sexe, c'est seulement une des branches de l'arbre. Selon l'OMS, la santé sexuelle, c'est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité. Ce n'est pas seulement l'absence de maladie ou de dysfonctionnement ou d'infirmité. Mm. La santé sexuelle exige, là je vous dis la définition de l'OMS. La santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et sécuritaires, sans coercition, ni discrimination et ni violence. Pour atteindre et maintenir une bonne santé sexuelle, les droits humains et droits sexuels de toute personne doivent être respectés, protégés et réalisés. On voit donc que les émotions ont une place quand même très importante dans la définition de la sexualité. Elles la nourrissent au quotidien. On pourrait dire que c'est un petit peu ce vent brûlant qui nous pousse à rechercher le plaisir. Mm. La médecin psychiatre Carmita Abdo, dans son livre qui est intitulé La sexualité humaine et ses troubles, elle dit la sexualité est un pôle structurant de la personnalité et de l'identité de l'individu. Donc, ce qu'elle veut dire, c'est que tout ce qui nous pousse à rechercher du plaisir, à rechercher le bonheur finalement, ça structure notre personnalité et notre identité. Et comme chaque individu est unique, avec une expérience de vie qui lui est propre, eh bien chaque couple vit sa relation à sa manière. C'est important de le rappeler. Donc voilà, encore une fois, il y a des tendances, mais
Ce que je vous dis, ça ne s'applique pas forcément de façon automatique et plaquée à ce que vous vivez. Pourquoi je vous parle de ça? Simplement parce que j'entends régulièrement des couples s'inquiéter d'une sexualité absente pendant la grossesse et que je trouve qu'il est important de rappeler que la sexualité, c'est pas uniquement les rapports sexuels. Voilà, tout simplement. Ceci étant dit, ce qui pose souvent question pendant la grossesse ou en tout cas qui amène des discussions, c'est en effet le fait d'avoir ou non des rapports sexuels. Alors, concernant les rapports sexuels en tant que tels, il y a différentes choses qui peuvent les impacter, tant dans la fréquence que dans la manière de faire euh, pendant la grossesse. Alors, quand on parle de libido ou de désir sexuel, il faut savoir qu'il y a deux dimensions à prendre en compte. La dimension psychologique du désir, donc toute la vie émotionnelle, les pensées, le vécu, et la dimension physiologique ou hormonale. Vous le savez, la grossesse, elle entraîne de multiples transformations, physiques évidemment, mais aussi psychologiques et identitaires, et également cognitives. En fait, le cerveau, il se remodèle en quelque sorte pour laisser la place à cette préoccupation que vous allez avoir pour votre bébé. Et au niveau physiologique et hormonal, il se passe également pas mal de choses. Alors, chez les femmes enceintes, vous avez le petit schéma à l'écran. Dès les premiers jours de grossesse, on peut avoir une augmentation très rapide d'HCG. L'HCG, c'est la gonadotrophine chorionique humaine. Je vous le dis, mais c'est pas très important de le savoir. L'HCG, vous savez, c'est cette hormone que l'on dose lors du test de grossesse. Eh bien, c'est l'augmentation très rapide du taux de cette hormone dans le sang qui, en général, provoque les nausées. La plupart du temps, les nausées diminuent lorsque le taux d'HCG diminue. Donc, comme on peut le voir sur le schéma, ça correspond à la fin du premier trimestre, en gros. Mhm. Donc, lors de ce premier trimestre, généralement, la libido n'est pas au rendez-vous parce que les désagréments causés par l'augmentation rapide d'HCG ne sont pas forcément très compatibles, on va dire. Voilà. En parallèle, on voit aussi une augmentation moins rapide, certes, mais une augmentation tout de même importante d'œstrogène et de progestérone. Mhm. Ces deux hormones, elles vont permettre le maintien et le développement de l'embryon et donc de stopper les règles pendant les 9 mois de grossesse. Pour les symptômes plus ou moins sympas de la grossesse, il faut savoir que l'œstrogène, il peut provoquer de la rétention d'eau, être responsable de boutons sur le visage ou du masque de grossesse lorsqu'il y a en parallèle une exposition au soleil. Mais la plupart du temps, l'augmentation d'œstrogène donne surtout, eh ben, vous savez, ce qu'on dit, des beaux cheveux, une belle peau de bébé, etc. Et c'est aussi cette hormone qui est responsable de la ligne noire, vous savez, cette ligne qui va du nombril au bas-ventre, qu'ont certaines femmes enceintes, pas toutes. Donc ça, c'est pour l'œstrogène. La progestérone, elle, entraîne un relâchement musculaire, notamment au niveau intestinal, donc ça peut donner de la constipation, ou au niveau du cœur, donc on peut sentir des palpitations parfois, et de l'essoufflement parfois au moindre effort, malheureusement. Mais du coup, la progestérone, c'est aussi une hormone relaxante, vu qu'elle permet le relâchement des muscles, donc elle est aussi importante et bénéfique, bien sûr. Et pour finir ce bon cocktail, on a aussi une augmentation importante de la prolactine qui va permettre à la lactation de se mettre en place et qui sera maintenue à un taux élevé après l'accouchement si la maman allaite ou qui va chuter si la maman n'allaite pas. Mhm. Lorsqu'elle est maintenue à un niveau élevé, elle peut aussi être bénéfique au niveau du sommeil. C'est toujours une info sympa à savoir. Ces trois hormones sont en quantité raisonnable, en fait, lors du deuxième trimestre, alors qu'elles atteignent leur pic en fin de grossesse pour ensuite chuter après l'accouchement. Les symptômes qu'elles peuvent entraîner, ainsi que les difficultés à bouger en fin de grossesse, font que la période théoriquement la plus favorable au rapport sexuel en termes de désir dans sa dimension physiologique reste plutôt le deuxième trimestre. Mhm.
Maintenant, chez les futurs papas, euh, ou coparents d'ailleurs. Je vous parlais tout à l'heure de la grossesse empathique, ou plus communément appelée la couvade. Euh, donc cette importante empathie développée par le coparent vis-à-vis de la grossesse de sa partenaire. Eh bien, le point de départ est émotionnel, psychologique, mais ça entraîne aussi de véritables changements hormonaux. La testostérone, apparemment, elle suit la courbe inverse de la prolactine. En fait, elle diminue progressivement en même temps que la prolactine augmente. Et les symptômes associés, on en a vu quelques-uns tout à l'heure, mais ils sont assez similaires à ceux que la femme enceinte peut observer chez elle. Donc l'irritabilité, les fringales, la prise de poids, les douleurs abdominales semblables à des contractions. Voilà. Et l'anxiété pourrait avoir un impact également sur la diminution du taux de testostérone. Donc si vous avez un terrain anxieux, voilà, ça peut être intéressant de se pencher sur cette question-là aussi. De ce fait, la libido du futur papa ou du coparent, parce que voilà, on parle surtout du coparent, peut également être impactée de la même façon que, ou presque, que celle de la maman. Sauf que Mm. la grossesse empathique, nous l'avons vu au début de ce petit talk, peut arriver au moment du deuxième trimestre. Donc finalement, là encore, la future maman et le futur coparent ne sont pas sur le même rythme, malheureusement. Ce qui fait que la grossesse, eh bien, n'est pas forcément le moment le plus propice pour une sexualité épanouie. Euh, voilà, même si encore une fois, ce n'est qu'une tendance. Parfois, les taux hormonaux sont très bien tolérés du point de vue de la libido, autant féminine que masculine. D'autant qu'il ne faut pas l'oublier, la dimension psychologique et émotionnelle du désir sexuel a une place tout aussi importante que la dimension physiologique et hormonale. Voilà. Je voulais vous parler maintenant de ce qu'on appelle l'overdose sensorielle. Alors, c'est un phénomène qui est peu connu, mais qui peut également grandement impacter la sexualité des couples au moment de la grossesse. Alors, lors de la grossesse, les femmes peuvent développer une sensibilité particulière, voire une hypersensibilité. En fait, la grossesse, elle entraîne des transformations tellement importantes, physiques, mais aussi, on l'a vu, cérébrales, cognitives et psychiques, Mm. que le système peut entrer en saturation, en quelque sorte. C'est un sujet qui est encore peu documenté, mais certaines femmes, et d'autant plus celles qui présentent des neuroatypies, peuvent se sentir envahies par le bruit, la lumière ou, ce qui arrive le plus fréquemment d'ailleurs, par le contact tactile. En effet, la maman, indépendamment du fait qu'elle apprécie ou non d'être enceinte, ça c'est un autre sujet, elle peut déjà avoir la sensation d'être envahie dans son corps quelque part du fait que son bébé y grandisse. Ça peut être un peu dérangeant. Mais ce qui peut majorer aussi cette overdose tactile, c'est que beaucoup de personnes s'autorisent encore à toucher le ventre d'une femme enceinte sans lui demander son consentement, comme si le corps de la femme, du fait qu'elle soit enceinte, passait du domaine privé au domaine public. Mm. Ajoutez à ça les multiples prises de sang, les examens médicaux, etc. Bref, parfois il y a une surcharge tactile. Ce phénomène, il est appelé sensory overload ou surcharge sensorielle en français, et il va avoir un impact important forcément sur le couple et l'intimité. Vous imaginez bien que dans ces conditions, avoir un rapport sexuel, ça peut devenir plus contraignant que plaisant entre le contact physique, l'odeur de son partenaire, les sons, etc. Et en fonction de la sensibilité de chacune, parfois même la tendresse, les câlins, les bisous, les marques d'affection, comme poser une main dans le dos par exemple, même ça peut être vécu de façon réellement intrusive. Alors, ce sujet, il mérite d'être abordé en couple parce que sans communication, la maman peut mal vivre la relation pendant la grossesse ou se mettre en retrait et le ou la partenaire peut se sentir rejeté. Et comme on l'a vu au début de ce petit talk, beaucoup de choses font déjà prendre aux partenaires des chemins un peu différents
Alors, si on peut favoriser au maximum les moments de connexion, bah, c'est chouette pour entretenir la qualité de la relation de couple. En tout cas, si cette situation vous concerne, sachez que l'hypersensibilité, elle est temporaire et que dans la plupart des cas, les femmes retrouvent leur sensibilité pré-grossesse, même si la surcharge a été très intense. Elles la retrouvent plutôt après le postpartum d'ailleurs. Euh, voilà pour l'overdose sensorielle. Il y a un autre sujet intéressant pour le couple à questionner pendant la grossesse, et même en dehors de ce contexte d'ailleurs, c'est celle du langage sexuel. Alors, Margot Fred-Piliosa est sexothérapeute et elle a théorisé l'idée qu'il existe différents langages sexuels et qu'en fonction de notre langage sexuel privilégié, elle parle de langage sexuel porte d'entrée, Mhm. euh, nous avons certains besoins pour nous sentir pleinement aimés, désirés et en sécurité. Ces besoins, ils peuvent bien sûr être très différents d'une personne à l'autre et d'un langage sexuel à l'autre. Mais si on arrive à identifier notre langage sexuel ainsi que celui de notre partenaire, qui peut être encore une fois bien, très différent du nôtre, alors il est non seulement plus facile de s'engager dans un rapport sexuel ensemble, mais ce rapport sexuel, il sera également plus épanouissant et plus satisfaisant pour l'un comme pour l'autre. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de chacun de ces langages, mais je vais quand même vous les décrire brièvement, bien sûr. Alors, tout d'abord, le langage mental. Euh, Vous avez besoin d'un cadre sécurisant, d'exprimer clairement et verbalement vos besoins, vos ressentis et vos limites pour vous laisser aller en toute confiance. Vous pouvez parler avant, pendant et ou après le rapport sexuel et jouer avec les mots ou les fantasmes, ça vous plaît et ça vous rend l'expérience sexuelle plus intense. Ça, c'est le langage verbal. Le langage émotionnel. Le langage émotionnel, vous êtes guidé par vos émotions et vos ressentis. C'est la connexion émotionnelle qui vous ouvre la porte de l'intimité. Vous avez besoin de sentir l'intensité de votre lien pour que votre expérience sexuelle ait du sens. La question du sens, elle est importante dans le langage émotionnel. Vous avez ensuite le langage sensuel. Ici, ce sont vos sens qui sont en éveil et qui ont besoin d'être nourris. Vous avez besoin de voir, de sentir, de toucher, d'entendre pour vous mettre dans l'ambiance et créer une atmosphère propice. Donc, je ne sais pas, par exemple avec des bougies parfumées, une petite musique d'ambiance, ce genre de choses. Maintenant, le langage physique. Pour le langage physique, vous êtes dans l'expression corporelle, dans l'action et dans le mouvement. Vous aimez jouer, explorer et exprimer votre spontanéité. Et pour finir, le langage énergétique. Euh, Ici, vous accordez davantage d'importance à la connexion spirituelle à votre partenaire, à la circulation de vos énergies sexuelles et ces vibrations vous font vous sentir pleinement vivant. Voilà un peu pour la description des 5 langages sexuels. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre langage sexuel, il n'est pas figé. Il peut varier en fonction de nos périodes de vie. Et ce qui est particulièrement intéressant, je trouve, c'est qu'on peut travailler sur le fait de s'ouvrir à d'autres langages que le nôtre afin de mieux percevoir les intentions de notre partenaire et donc avoir une vie sexuelle plus épanouissante pour le couple. Donc ça, c'est quand même chouette. Une autre chose intéressante, et vous l'avez sûrement déjà bien compris, c'est que nous ne parlons pas qu'un seul langage sexuel. Tous les langages sexuels sont imbriqués et indissociables finalement. Mais Mhm. on les parle et on les comprend plus ou moins bien. Mhm. D'où l'importance de pouvoir les travailler du coup. Et Margot Fred-Filosa explique même que plus nous arrivons à exprimer et comprendre les 5 langages sexuels, plus notre expérience est riche et s'accorde avec celle de notre partenaire. Donc ce sujet, il présente de multiples intérêts. Mieux se connaître, mieux comprendre notre partenaire et pour un meilleur épanouissement sexuel mutuel.
Si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous souhaitez creuser le sujet, du coup, je vous invite à lire son livre qui s'appelle Les 5 langages sexuels, tout simplement. Euh, à l'intérieur, elle a également mis un certain nombre de QR codes qui vous permettent d'avoir accès à des tests en ligne pour vous aider à identifier votre langage porte d'entrée et les langages qui seraient intéressants pour vous de développer. Donc, c'est plutôt sympa. Et si je vous parle de ces langages sexuels, c'est parce qu'avec tous les chamboulements que fait vivre la grossesse aux deux partenaires, eh bien, l'identité de chacun évolue, les besoins évoluent, et donc les langages sexuels évoluent aussi, et nécessitent de beaucoup communiquer l'un avec l'autre pour se réaccorder et, entre guillemets, mettre à jour le potentiel sexuel du couple. En parlant de communication, nous allons passer à la troisième partie euh, de ce petit talk. Et on va commencer par je la refais. Et on va parler de la transparence psychique. Monique Bydlowski, qui est psychiatre et psychanalyste de la maternité, a beaucoup étudié l'état mental des femmes enceintes. Pour elle, le fait qu'un enfant se développe dans notre corps mobilise tellement d'énergie avec l'augmentation du volume sanguin, la fréquence cardiaque, mais aussi la remodélisation cérébrale, etc. Tellement d'énergie que notre état mental est altéré. Nos défenses psychiques eh bien, s'affaiblissent. En fait, toutes nos ressources, elles sont utilisées pour que notre corps accueille convenablement le développement de notre bébé. Et le fait que notre système de défense soit affaibli fait que nos émotions sont un peu plus brutes, entre guillemets, dans le sens plus à nu, moins contenu. Hmm. Voilà, c'est ce que Monique Bydlowski appelle la transparence psychique. Du fait que la vie émotionnelle des femmes enceintes soit plus accessible, entre guillemets, plus palpable, leur communication peut être plus directe, entre guillemets, avec moins de forme ou moins de filtres. Donc là encore, si vous sentez que c'est votre cas, n'hésitez pas à mettre des mots sur ce que vous ressentez avec votre partenaire pour éviter eh bien, les incompréhensions et éviter l'installation d'une distance surtout Hmm. entre vous. Voilà. Pour aller un peu plus loin encore, cette transparence psychique, elle peut faire remonter aussi d'anciens traumatismes qu'on pensait avoir enterrés et qui peuvent refaire surface à ce moment-là, notamment quand ça concerne de la violence physique ou psychologique. Donc si vous avez vécu ce genre de choses, restez vigilante et vigilant par rapport à cette question-là et n'hésitez pas à vous faire aider par des professionnels de la santé mentale si besoin. Parce que la grossesse, c'est une période de vulnérabilité et d'autant plus sur ces questions-là. Et la façon dont vous vivez votre grossesse pourra avoir un impact sur la façon dont vous vivrez votre postpartum. Donc prenez soin de vous. Pour les sujets à aborder pour se préparer ensemble à la parentalité. Donc pour continuer sur la communication dans le couple pendant la grossesse, il y a quand même certains sujets qui sont intéressants à aborder pour s'accorder et se préparer ensemble à la parentalité. Hmm. Dans un premier temps, il y a le type d'éducation que l'on souhaite donner à notre ou nos enfants. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la majorité des couples n'en parlent pas, ou en tout cas pas en profondeur. Certains se réfèrent au modèle qu'ils ont eu ou se disent, ben, on verra bien, ou alors se lancent dans la recherche d'informations dans ce qu'il faut faire, entre guillemets. Et la réalité, c'est que même si on a parfois tendance à penser pendant la grossesse que nous sommes parfaitement alignés avec notre partenaire dans notre future façon de faire, eh bien, dans les faits, c'est très rare que ce soit tout à fait le cas à l'arrivée du bébé. Et c'est plutôt bien comme ça, dans un sens, parce que voilà, l'enfant saura que ses parents fonctionnent différemment, il saura les identifier, il saura s'adapter. Cependant, ça reste important de s'accorder sur les valeurs auxquelles nous tenons le plus. Euh, donc pour cela, n'hésitez pas à vous poser des questions très concrètes et contextuelles.
Je sais pas, si notre enfant fait ceci dans tel contexte, comment est-ce que tu réagirais? Si, Mm. voilà, si un tel dit ça à notre enfant, qu'est-ce que ça te ferait sentir? Comment tu réagirais? Qu'est-ce que tu penses du fait d'agir ainsi dans tel contexte, etc. Mais des Mm. questions précises, finalement. Elles peuvent naître de vos observations aussi, de ce que vous voyez, je sais pas, dans les magasins, dans comment les gens font avec leurs enfants, de dire, bah voilà, si toi il se passe ça, est-ce que enfin, comment tu réagirais? Est-ce que tu es d'accord avec comment la personne a fait, etc. Hmm. Un autre sujet important à aborder pendant la grossesse, c'est celle de la future organisation et répartition des charges domestiques et parentales. Ça fait partie des sujets dont on n'a pas forcément très envie de parler, mais, mais qui est néanmoins importante pour vivre le mieux possible la période du postpartum et la vie de parent de façon plus globale. Alors déjà, je trouve qu'il est important de bien différencier les deux, la charge domestique et la charge parentale. Mm. La charge domestique, c'est tout ce qui va concerner le foyer, c'est-à-dire le ménage, les lessives, les repas, les courses, voilà. Bon, on sait que souvent encore, elle est plutôt déséquilibrée et que ce sont les femmes qui assurent la plus grosse part, même si les hommes de notre génération s'impliquent quand même de plus en plus, et c'est important de le souligner aussi. Mais concernant la charge parentale, c'est un peu autre chose quand même. La charge parentale, c'est s'occuper de prendre et aller aux rendez-vous médicaux, c'est s'assurer que le bébé ou l'enfant a des vêtements à sa taille et qui correspondent à la saison, c'est s'occuper du bain, des biberons, de l'endormissement, se lever la nuit, etc. Et pour tout ça, eh bien malheureusement, et nous l'avons vu dès le début de ce talk, beaucoup de paramètres font que ce sont les mamans qui assurent la grande majorité de la charge. Alors oui, c'est vrai, les besoins ont besoin de leur maman particulièrement parce que c'est l'odeur qu'ils connaissent, la voix qu'ils connaissent, les mouvements qu'ils connaissent, etc. Et tout ça, ça leur donne des repères et ça les rassure. Oui, c'est vrai. Mais c'est précisément pour ces raisons aussi qu'il est important que le coparent prenne sa place auprès du bébé le plus tôt possible pour créer Mm. du lien et qu'il n'y ait pas une forme d'exclusivité qui se mette en place avec la maman ou de déséquilibre trop important finalement. Mm. Ça, c'est une discussion qui est pas toujours simple à aborder, mais qui permet à chacun de pouvoir prendre sa place et de laisser sa place à l'autre aussi. Et du coup, chaque membre du couple se sent ainsi respecté en tant que parent, et c'est important pour la santé, entre guillemets, de la relation de couple. Alors tout ça, c'est très bien, mais c'est très terre à terre aussi, parce qu'on est dans la logistique, l'organisation. Alors c'est intéressant d'y penser car sinon on peut facilement se laisser envahir par le quotidien et très vite c'est le couple qui devient non plus coparental mais colocataire. Donc voilà, je vous invite à réfléchir à un dernier sujet, vous seul éventuellement, puis à en discuter en couple. C'est celui de la connexion émotionnelle. Faire couple dans un quotidien dense qui est celui des jeunes parents, ça peut être un peu difficile car on tombe dans le faire, entre guillemets. Il faut faire Mm. à manger, aller chercher les vaccins à la pharmacie, etc. Et on oublie d'être soi et d'être en lien. Et c'est normal, c'est le temps de retrouver un équilibre qui soit satisfaisant pour tout le monde et à tous les niveaux. C'est aussi le temps que la surcharge, que la charge mentale s'amoindrisse pour laisser plus d'espace aux aspects relationnels. Mais ça peut prendre un peu de temps. Et l'idée, c'est simplement de préserver le plus possible la relation de couple, surtout durant ce laps de temps. Donc vous pouvez réfléchir à des rituels de couple, peut-être que vous en avez déjà d'ailleurs, et peut-être que vous pourrez les conserver tels quels, ou que vous devrez les ajuster aux besoins et à l'organisation familiale à venir. Ça peut être une fois par jour, par exemple, prendre le temps de vous coucher en même temps et de vous raconter votre journée et ce que vous ressentez. Ça peut être une sortie en couple une fois par semaine ou une fois par mois.
Ça peut être un week-end ou un voyage par an, rien que tous les deux. Ça, c'est vraiment propre à chaque couple et vous êtes les seuls à savoir ce qui peut correspondre à votre relation et ce dont vous avez besoin. Donc, je vous invite à interroger votre partenaire et à discuter de ce qui vous conviendrait pour conserver ces moments rien qu'à vous et entretenir votre connexion. En sachant que c'est un sujet que vous pouvez re-questionner régulièrement, bien sûr, parce que vos besoins vont constamment évoluer. Donc, on parle de communication. Communiquer, oui, d'accord, mais comment? Aujourd'hui, je tenais à vous parler de la communication non violente parce que c'est un outil vraiment passionnant et très puissant. La communication non violente, ou CNV, elle a été développée par le docteur Marshall Rosenberg, qui est une psychologue américaine, dans les années 1960. Puis, Thomas Dansbourg a permis de faire connaître la CNV en France et dans le milieu francophone. Mm. Donc, cette technique de communication, elle s'appuie sur deux principes qui, selon lui, qui sont selon lui, l'assertivité. L'assertivité, c'est le fait de savoir prendre position, transmettre un message simplement et clairement sans agressivité. Donc ça, c'est l'assertivité. Et l'empathie, c'est arriver à se mettre à la place de l'autre et comprendre son positionnement sans le prendre forcément contre soi. Mm. La communication non violente, elle s'appuie sur une connaissance profonde de soi et de ses besoins et de ses émotions, ce qui nous aide à mieux les exprimer avant qu'elles nous envahissent et ne nous permettent plus d'écouter l'autre. Euh, Elle permet de transformer une situation conflictuelle, faite d'incompréhension, de frustration et d'agressivité, en un espace de dialogue et d'écoute. Je vais encore une fois pas rentrer dans les détails parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à creuser le sujet, c'est vraiment passionnant et surtout particulièrement utile dans tous les domaines de la vie tant qu'il y a du relationnel en jeu, c'est-à-dire dans quasiment tout finalement. Malgré tout, je voudrais vous parler d'un outil qui fait partie de la communication non violente et qui est très facile à mettre en place. Et je dis facile avec des guillemets parce qu'en théorie c'est facile, mais en pratique ça demande quand même un peu d'entraînement. Cet outil, il permet de désamorcer une situation de conflit et il se présente en 4 étapes. Peut-être tu peux passer la slide, je crois que je l'ai mis après. Voilà, pour s'entraîner. Ok. Donc les 4 étapes, c'est je décris calmement et objectivement les faits. Mhm. Ensuite, j'évoque ce que ça me fait ressentir, mes émotions, en donnant le plus de détails possible, en disant je et pas en disant tu. Sinon, là, on se retrouve plutôt dans le reproche. Mm. La troisième étape, c'est j'exprime mes besoins ou mes attentes. Et la quatrième, je propose des compromis ou je formule une demande concrète et réalisable. Un exemple. Euh, Tu as disputé notre enfant tout à l'heure lorsqu'il a refusé d'aller se coucher pour la 5e fois et ce sont les derniers mots qu'il a entendus aujourd'hui. Le Mm. fait que l'on crie le soir, ça me frustre énormément car j'ai la sensation qu'il s'endort triste et ça me fait beaucoup de peine. Ça me rappelle les soirs où je pleurais toute seule dans mon lit lorsque j'étais enfant et ça me brise le cœur d'imaginer que notre enfant puisse vivre ça. J'ai besoin que les derniers moments de la journée que nous passons ensemble remplissent notre réservoir affectif pour la nuit et qu'il soit doux et calme. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on soit tous les trois pour lui lire son histoire demain pour voir si ça lui permet de se coucher plus facilement ensuite? Je décris les faits, je dis ce que ça me fait ressentir, j'exprime mes besoins et je propose quelque chose à mettre en place. Je vous invite sincèrement à essayer et surtout à vous entraîner parce que c'est comme ça que vous arriverez petit à petit à mettre en place cet outil dans une situation de conflit. Et c'est un outil qui est vraiment très puissant. Ça marche, vous serez surpris. Je me permets quand même de rappeler que si vous vous trouvez dans une situation de violence verbale, psychologique, physique ou autre, que vous ne vous sentez pas en sécurité, vous pouvez appeler
Violence Femmes Info au 39 19. C'est un numéro gratuit et qui répond 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et vous pouvez aussi joindre les services de police au 17 ou au 112, qui est le numéro européen. La communication verbale, c'est très bien et surtout très important. Mais on a tendance à oublier le pouvoir aussi non négligeable de la communication non verbale. Selon une étude d'Albert Merabian, qui est chercheur en psychologie, 55% de la communication serait non verbale, donc la majorité. 38% serait paraverbale, c'est-à-dire liée à l'intonation pardon, de la voix, et seulement 7% passerait par les mots. Alors, la communication non verbale dans le couple, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit de la posture, des expressions du visage, des sourires, des regards, des gestes. Et quand on commence à se préoccuper d'un enfant à naître, eh bien, le langage verbal peut parfois être envahi et se faire plus rare ou être moins, comment dire, moins riche. Euh, Vous pouvez ne pas avoir le temps de discuter ensemble ou l'impression de vous croiser. Euh, donc, pensez à cette communication non verbale et n'hésitez pas à l'utiliser encore et encore avec intention. C'est par exemple, ça peut être par exemple faire une caresse à votre partenaire lorsque vous passez derrière lui ou elle. Ça peut être prendre le temps de vous regarder quelques secondes, les yeux dans les yeux, de vous sourire, de vous faire des clins d'œil, de vous envoyer un bisou à distance, de vous câliner, etc. La liste, elle n'est pas exhaustive, bien évidemment. Excusez-moi. Euh, Trouvez tout ce qui peut vous correspondre à vous, parce que bah, c'est comme tout, étant donné que chacun de nous est unique, certaines choses ont plus de sens pour nous que d'autres. Donc testez et discutez-en si vous en avez besoin. Comme toutes les formes de communication, elle peut être sujette à différentes interprétations. Donc, si besoin, n'hésitez pas encore une fois à clarifier vos intentions verbalement quand même. Ayez en tête également que les messages numériques comme les SMS, Messenger, WhatsApp, etc., eh bien forcément ne transmettent pas de communication non verbale. Et les emojis, c'est pas suffisant. Donc, il peut être intéressant de limiter cette façon d'échanger et de favoriser la communication en face à face autant que possible pour éviter les incompréhensions et les malentendus. On arrive sur la fin de ce petit talk sur le couple pendant la grossesse. Ce qu'il faut retenir, c'est que la grossesse, c'est un grand chamboulement à bien des niveaux et notamment pour le couple. Et votre couple, c'est le socle de votre famille qui se construit. Donc, en comprendre les enjeux et en prendre soin, ça a vraiment du sens pour vous et pour votre et vos enfants. Même si vous avez toutes les ressources en vous, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un ou une professionnelle si vous ressentez le besoin d'être soutenu davantage. Faire une thérapie de couple, ça ne veut pas dire que votre couple va mal. Ça veut dire que vous vous donnez toutes les chances de garder une super qualité de lien. Puis, bah, dans ce tourbillon qu'est la parentalité, dites-vous bien que si votre couple subit un peu des turbulences, c'est qu'il est en train d'accéder quelque part à sa version 2.0. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, bien sûr. D'ailleurs, vous avez le dernier petit talk de la semaine, demain à midi avec Pauline, sur l'alimentation de la femme enceinte. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire si le sujet vous intéresse. Merci à vous. Merci beaucoup, Marion.